Quelles sont les 5 croyances qui t'empêchent aujourd'hui d'investir en Suisse et littéralement de t'enrichir avec ça? Je vais te faire aujourd'hui un récap un petit peu de ce que je vois régulièrement dans les audits finances qu'on fait avec moi et les gars de mon équipe. Parce que souvent, on entend en fait des personnes qui disent qu'ils n'ont pas le temps, ou bien justement c'est trop compliqué, ou bien il faut un montant trop élevé. Et là aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te condenser un petit peu les 5 croyances limitantes qui t'empêchent aujourd'hui d'investir par toi-même en bourse et surtout comment tu peux un petit peu les outrepasser ou du moins adopter mais vraiment un mindset d'investisseur et plus d'épargnant et puis passer au-dessus finalement de ces croyances limitantes et puis vraiment commencer à investir par toi-même, du coup pour atteindre voilà, ton objectif financier, que ce soit une retraite, une année sabbatique, planifier les études de tes enfants, acheter un bien immobilier ou peu importe. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'aide les salariés indépendants en Suisse à investir en bourse en étant 100% autonome. On a un process qui prend moins d'1 heure par mois. Et je te mets directement en description, tu as une méthode, enfin tu as la méthode qu'on utilise et qui est enseignée directement à nos élèves que tu peux retrouver et directement l'appliquer dans tes finances. Donc rapidement, la première croyance, c'est, et je me suis noté juste sur une feuille là, c'est que c'est trop risqué et surtout il y a un risque de tout perdre. Et tu vois, c'est vraiment une croyance que, souvent on voit un peu le côté bourse, un petit peu comme quelque chose de mystique et un petit peu d'obscur. On a déjà peut-être un oncle, un grand-parent ou bien un ami ou peu importe qui nous a parlé un peu de l'investissement en bourse, mais on ne sait pas exactement de quoi il en est. Puis il y a vraiment ce côté un peu mystique de, ouais, c'est obscur, c'est un petit peu lointain. Et tu vois, je vais te faire le parallèle avec l'immobilier pour que tu comprennes vraiment, parce que souvent quand on parle d'immobilier, il y a très peu la croyance, il y a très peu, souvent cette croyance de on peut tout perdre avec l'immobilier. Souvent l'immobilier c'est un peu le côté la pierre, c'est un peu tangible, on voit concrètement l'appartement, la maison, on sait qu'elle est à nous, puis on voit concrètement ce qu'on appartient. Et tu vois aujourd'hui, il y a 10, 15, 20 ans, les humains devaient se loger. Aujourd'hui, ils doivent se loger. Dans 10, 15, 20 ans, ils devront se loger. Donc l'investissement dans la pierre, dans l'immobilier, ça met tout le monde d'accord. C'est pas une perte et on ne perdra pas d'argent à investir dans l'immobilier. Et tu vois, l'investissement en bourse, si on fait vraiment le parallèle, en fait, juste la bourse, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des entreprises qui sont cotées en bourse. C'est-à-dire, c'est littéralement des entreprises que tu consommes, dont tu consommes les produits et tu utilises au quotidien. Typiquement, le téléphone sur lequel tu regardes cette vidéo ou bien l'ordinateur, Apple, Samsung, ça peut être la carte de crédit que tu utilises pour faire tes achats en ligne ou les achats à la Coop, la Migros, peu importe, Mastercard, Visa. Ça peut être l'abonnement Netflix, Amazon Prime. Ça peut être la voiture que tu utilises pour te déplacer pour aller au lieu de travail. Ça peut être Airbnb, Booking quand tu réserves tes vacances ou bien le vol ou bien même ce que tu utilises pour te faire livrer, je sais pas, un repas avec Uber par exemple. Ça peut être l'application que tu as sur ton téléphone pour apprendre une langue, je pense à Duolingo. Ça peut être des Crocs tout simplement, Crocs c'est coté en bourse. Ça peut être Maison du Monde, qui est une small cap en France, ou pour faire un peu ta décoration d'extérieur, etc. C'est vraiment toutes des entreprises comme ça. Et en fait, quand on regarde de manière générale, c'est juste des entreprises qui permettent à des humains de se déplacer, de travailler, de payer, de manger, de se nourrir. Et en fait, les humains devaient faire ça il y a 10 ans, doivent le faire aujourd'hui et devront le faire dans 10 ans. Et factuellement, il y a des entreprises qui vont peut-être être en difficulté, qui vont peut-être perdre un petit peu de leur rendement. Donc, je sais pas, ils vont baisser de 8, 10, 15% sur, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Mais en fait, factuellement, sur le long terme, les humains auront besoin de se loger, à même titre avec l'immobilier, de se nourrir, de se déplacer, de payer, de travailler, d'avoir des outils à disposition, de se divertir avec des loisirs, etc. Et donc l'investissement en bourse, donc les actions cotées en bourse, en fait elles vont continuer de croître. Et même si on regarde en fait historiquement selon les études, donc la bourse existe depuis plusieurs centaines d'années. Et si on regarde, j'avais vu une étude là sur le S&P 500, tu as une autre vidéo sur la chaîne YouTube qui te le partage, mais depuis 1927, le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, font en moyenne, je crois que c'est 9,7% par an. Et en fait, historiquement, il y a eu des guerres mondiales, il y a eu des récessions, il y a eu un Covid-19, il y a eu des inaugurations, des investisseurs, j'ai pas le terme, mais des présidents américains qui ont un petit peu foutu le bordel, si tu prends typiquement Donald Trump. Et c'est toutes des situations où, sur le coup, évidemment, ça a été challengeant, évidemment, la bourse a été secoué, il y a eu un peu des passages un petit peu à vide ou voire de pertes, mais sur le long terme, si tu dézoomes, en fait, tu as vraiment de la rentabilité qui a été créée, de la valeur qui a été créée. Donc si aujourd'hui, c'est vrai que tu cherches à investir sur 3 mois, 6 mois, et puis faire un peu du day trading, du trading, forcément, la bourse ne va pas forcément être la meilleure solution, le meilleur actif. Par contre, si tu cherches vraiment à investir sur 5, 6, 8, 12, 15 ans, peu importe, vraiment, tu vas avoir de la croissance à aller chercher, puis de la valeur qui va être apportée via l'investissement en bourse. Et aujourd'hui, à moins de vraiment investir tout ton argent dans une seule entreprise, si tu mets vraiment une stratégie en place, avec en plus des ETF, où c'est littéralement des paniers avec plusieurs actions dedans, donc tu vas vraiment diversifier ton risque, en fait, c'est impossible de tout perdre. Tu peux avoir une baisse de ton portefeuille sur 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est complètement ok, on l'a vu pendant le Covid, mais tu ne peux pas tout perdre, en fait, factuellement, l'argent que tu as investi.
Deuxième croyance qu'on voit beaucoup lorsqu'on audite un petit peu les situations financières, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir. Et souvent, on pense à ça parce que du coup, il y a un petit peu le côté de nouveau avec le parallèle avec l'immobilier. Où aujourd'hui, c'est vrai que l'immobilier, si tu vas acheter un bien, alors si c'est une résidence principale ou bien une résidence pour du locatif, c'est entre 20 et 25% un petit peu de fonds propres que tu dois amener. Donc de manière générale, c'est quand même plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de milliers de francs que tu dois avoir en apport à la banque pour pouvoir commencer à investir. Et ça va être... après, il y a des deuxièmes, troisième piliers, mais peu importe. Mais c'est quand même plusieurs dizaines, centaines de milliers de francs que tu dois commencer à placer pour investir. Alors que l'investissement en bourse, littéralement, tu vas avoir des entreprises qui coûtent, je sais pas, une centaine de francs, centaine de dollars, et tu peux en avoir certaines qui vont coûter, je sais pas, 4000 francs, 4000 dollars. Je pense à Booking, en l'occurrence, qui doit valoir 4000 dollars un petit peu au moment où j'enregistre la vidéo, je crois. Non, ils ont fait un splitting, excuse. Donc à l'époque, ils étaient à 4000 dollars. Et typiquement, en fait, tu pourrais dire, mince, il me faut avoir 4000 francs ou dollars, peu importe, pour commencer à investir. Mais c'est faux parce que tu peux acheter des fractions d'actions. Donc tu peux acheter une petite part de cette action. Donc, dès en fait 50, 100 francs par mois, tu peux commencer à investir. Maintenant, je vais rajouter quand même une nuance qui est assez importante. C'est que, à mon sens, si aujourd'hui tu peux commencer à investir 50, 100 francs par mois, alors ça peut être pertinent, toujours placé dans un premier ETF, mais à mon sens, ce serait peut-être plus pertinent de commencer à privilégier un peu vraiment de l'épargne et puis d'augmenter un petit peu sa capacité d'épargne pour des 200, 300, enfin, allez, 150 francs, 200 francs, commencer à justement placer en bourse. Et puis à ce moment-là, tu peux acheter des fractions d'actions Apple, Netflix, peu importe. Tu n'es pas obligé d'acheter des actions complètes et tu peux vraiment acheter pour 0,2 actions Apple. Et souvent, des fois, quand je partage ça en audit finance, on me dit oui, mais si j'ai qu'une moitié d'actions Apple, Google, Netflix, peu importe, en fait, je vais pas avoir autant de rendement que si j'avais acheté directement l'action. Donc autant attendre d'avoir plus de cash pour acheter l'action puis avoir la même rentabilité. Et de nouveau, en fait, c'est juste un biais psychologique parce qu'en fait, si ton action, elle fait 10% et que tu as acheté pour 100 francs l'action ou tu as acheté pour 500 francs, en fait, tu as de nouveau fait 10%. Alors certes, la plus-value ne sera pas identique, parce que c'est forcément proportionnel et ce sera un petit peu moindre, mais le résultat in fine, la rentabilité, la puissance à laquelle tu auras fait travailler ton argent sera identique. Et c'est ça qui est génial avec la bourse, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir énormément d'argent pour commencer. Dès quelques centaines de francs par mois, tu peux commencer à investir littéralement pour faire travailler ton argent et avoir les mêmes résultats que celui qui aurait, je sais pas, 10, 15 000 francs à placer en une fois ou bien mensuellement ou peu importe. Alors, ce sera proportionnel à ton niveau, mais en termes de résultats, en fait, tu peux littéralement avoir la même chose avec juste ta capacité financière actuelle. La troisième croyance qu'on voit régulièrement et qu'on entend tous les jours, c'est que c'est pas le bon moment pour commencer à investir. Et ça, je le comprends parce qu'on a des guerres, des présidents, enfin Trump pour pas le citer, qui font trembler le marché, qui peuvent faire peur. Hein, effectivement, quand on est un peu débutant et qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe, on voit que le marché baisse, on entend des choses, on voit des posts passer, on entend des vidéos YouTube. En plus, certains youtubeurs se donnent à cœur joie de faire peur un petit peu, parce que finalement la peur fait cliquer, fait vendre, donc c'est un petit peu le jeu aussi. Donc c'est vrai que des fois ça participe un peu à ce côté de mince, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'investir maintenant quand on voit que en fait le marché il baisse, il stagne, ou ça fait un peu peur. Et de nouveau, je vais y revenir, mais depuis les 100 dernières années, il y a eu des guerres mondiales, il y a eu des récessions, il y a eu un Covid-19. Si on se reprend juste un petit peu dans le contexte 2020-2021, en fait la planète entière littéralement était mise en pause, était en confinement et on savait pas, enfin on n'avait pas une vision à 6 mois devant nous, qu'est-ce qu'il en adviendrait. Et si on se remet un peu dans le contexte, où on voit aujourd'hui, 5-6 ans après, qu'en fait aujourd'hui tout est revenu normal, les entreprises cotées en bourse à cette époque, du coup elles ont complètement explosé depuis et il y a vraiment de la croissance qui a été recréée. Mais c'est tout à fait compréhensible quand on voit un petit peu des fois la situation avec des guerres, des tensions géopolitiques ou autres, de se poser la question de est-ce que finalement c'est le bon moment ou pas pour investir. Et je vais y revenir en 2 points. Le premier, c'est qu'à mon sens, il y a toujours des opportunités. Effectivement, le marché peut être en baisse, en récession par moment, mais tu auras toujours en fait sur l'ensemble du marché mondial, donc des actions cotées en bourse, des entreprises qui sont surévaluées parce qu'elles sont trop chères en ce moment, des entreprises qui sont à des prix corrects et des entreprises qui sont justement sous-évaluées. Et ça, tu peux vraiment l'avoir en tout temps avec la totalité d'entreprises qui sont cotées en bourse. Et le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, on a des fois peut-être ce biais cognitif à vouloir regarder en fait la période maintenant sur quelques semaines, sur quelques mois, voir que ça baisse, donc non, je ne vais pas investir parce qu'elle peut peut-être baisser encore plus ou autre. Et en fait, simplement, si tu dézoomes, vu qu'on sait historiquement que ça remonte, que ça, du coup, comme on l'a dit,
vraiment les entreprises cotées en bourse, c'est juste qu'on utilise nous en tant que personne au quotidien, ça va continuer à croître sur les années à venir, j'entends les 5, 6, 8, 10, 15 ans à venir. En fait, quand on dézoome, c'est plus intéressant d'investir quand c'est bas que justement quand c'est haut. Et ce qu'on enseigne vraiment à nos élèves, c'est que justement dans ces périodes de crise, ce qui est important de mettre en place, c'est de mettre en place un fonds d'opportunité et d'investir un petit peu plus quand c'est en baisse, même si c'est contre-intuitif, même si ça peut faire émotionnellement peut-être un petit peu peur, parce que justement quand on dézoome, en fait on aura mis plus d'argent dans ces moments de baisse, et ce qui sur le long terme va nous permettre d'avoir une meilleure rentabilité et d'avoir fait travailler son argent à un meilleur rendement. Donc c'est assez intéressant de voir l'élément un peu à contre-pied, de manière contre-intuitive, de dire ok ça baisse, ok c'est un peu tendu, il y a une guerre, il y a des tensions géopolitiques, peu importe, mais c'est justement maintenant que c'est important d'investir. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment une vision long terme. Si toi tu me dis que tu vas investir sur 2 semaines, sur 6 mois parce que tu veux faire du trading, là, c'est hors de mon champ de compétences, je ne pourrais pas t'aider, mais si tu as vraiment une vision moyen-long terme, 5, 8, 10 ans, peu importe, investir dans les périodes de crise, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir une meilleure rentabilité justement sur le long terme. Ensuite, alors je vais juste regarder du coup les autres. Il y avait la croyance qu'il faut être un expert pour commencer à investir. Ça, c'est souvent ce qu'on voit un petit peu dans les personnes qu'on accompagne, c'est que souvent ils ont été voir un banquier, un courtier, un assureur, enfin peu importe, un petit peu un gestionnaire de patrimoine, et qu'on a noyé un petit peu le poisson avec des termes vraiment complexes de PER, de TER, de fonds de placement, enfin plein de termes compliqués. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai vraiment travaillé comme conseiller financier et c'est littéralement ce qu'on nous enseignait, d'utiliser un vocabulaire presque volontairement complexifié pour perdre un petit peu le client, puis qu'il se pose le moins de questions possible, puis qu'il signe à la fin du document. Donc après c'est aussi en l'occurrence un petit peu pour ça que je suis parti, et que j'ai vraiment créé cette entreprise où on forme vraiment les salariés indépendants à être autonomes, puis avoir vraiment cette compréhension, puis de savoir où est-ce qu'ils investissent leur argent. Mais du coup il y a une grosse croyance qu'en fait il faut être un expert. C'est tout à fait compréhensible parce que quand tu vas voir ton banquier ou quand tu es démarché par des courtiers, des assureurs, ils font exprès d'utiliser un jargon qui est assez complexe. Et tu vois, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un expert en finance pour vraiment juste investir le 25, le 30 du mois, tes premiers 200, 300 francs par mois. Tu n'as vraiment pas besoin d'avoir 4 écrans en face de toi, plein de graphiques et puis de faire de l'analyse technique pour vraiment investir juste ton épargne en bourse et le faire travailler sur le long terme. Tout ce que tu as besoin, c'est juste de comprendre un peu les fondamentaux, comment une entreprise ça se construit, comment ça se lie un bilan comptable, un compte de résultat, un flux de trésorerie. Et de nouveau, tu n'es pas obligé d'être comptable pour faire ça. Juste besoin d'avoir des explications claires. C'est des calculs, c'est vraiment des additions, des soustractions. Je vais te donner un exemple juste après pour te montrer un petit peu ce que c'est. Mais c'est vraiment ce que tu peux mettre en place, c'est juste avoir une compréhension de comment tu peux investir tes premiers 200, 300 francs le 25, le 30 du mois. Tu vois, je te fais un parallèle juste avec l'immobilier avant de te donner un peu l'exemple du calcul, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui investissent en bourse mais qui n'ont jamais fait en fait une analyse de l'entreprise et souvent en fait, tu vois, je prends la métaphore avec l'immobilier dans le sens si aujourd'hui tu veux investir dans un bien immobilier, ça ne te viendrait pas à l'idée de prendre, je sais pas, 80, 100 000 francs, peu importe, et les investir dans le premier bien que tu vois sans le visiter. Sans aller voir, je sais pas, l'intérieur du bien, sans voir les commodités à proximité, le voisinage, un petit peu ce genre de choses, sans calculer ta rentabilité au mètre carré, ce genre de choses, tu fais un petit peu tes calculs. Et les gens aujourd'hui, ils investissent en bourse, dans du Apple, Netflix, etc., juste parce que la courbe, elle a monté sur les 3 dernières années, les 5 dernières années, donc c'est bon, je peux investir. Mais en fait, ils n'ont pas une compréhension du bilan comptable, du compte de résultat, du flux de trésorerie. Et à même titre que tu ne vas pas investir dans l'immobilier sans avoir visité le bien, en fait, tu n'investis pas en bourse sans avoir visité l'entreprise. Et pour visiter l'entreprise, tu es obligé d'aller lire le compte de résultat, le bilan comptable et le flux de trésorerie. Et ça, de nouveau, tu n'es pas obligé d'être un expert pour avoir cette compréhension, tu n'es pas obligé d'être un comptable. Je te prends un exemple tout simple. On va calculer ensemble ce qu'on appelle le DTI, le Debt to Income. Donc en gros, le niveau de dette que l'entreprise a par rapport aux revenus qu'elle génère. Imaginons, et tu vois c'est vraiment ce qu'on fait dans l'accompagnement, en général on prend des exemples qui sont assez simples, puis ensuite on prend un vrai cas concret avec Google, Amazon, peu importe, et puis la personne a vraiment le compte de résultat Google, et vraiment en fait elle le lit, puis après elle me dit mais en fait c'est ultra simple. Et tu vois si je te prends un exemple, imaginons que tu ouvres une boulangerie, c'est ton business, tu es boulanger, tu ouvres ta propre société, donc tu ouvres une boulangerie, mais il te faut des fonds aujourd'hui pour avoir ton local, pour avoir tes matières premières, pour avoir ton comptoir, peut-être des machines, des ustensiles, peu importe. Tu vas voir à la banque, tu lèves 100 000 francs de dette. Donc ta dette totale, c'est 100 000 francs. C'est ce que tu as emprunté à la banque pour démarrer ton activité. Tu écoules du coup ton année, du 1er janvier au 31 décembre, tu vas générer un chiffre d'affaires, tu auras des salaires à verser, des charges, des matières premières, enfin peu importe, tu vas générer du coup un bénéfice net. Ce bénéfice net, admettons que tu as 50 000 francs de bénéfice net que tu as généré. En fait, tout simplement, le DTI, donc la dette to income, la dette par rapport au revenu, c'est les 100 000 francs de dette totale divisé par les 50 000 francs de bénéfice net que tu as généré. Donc 100 000 divisé par 50 000, ça te fait 2. Donc tu as un DTI de
2. Donc littéralement, quand tu vas sur les sites Zone Bourse, Guru Focus, Yahoo Finance, peu importe, et que tu vois le DTI de 2, c'est exactement ce qu'on vient de faire. C'est la dette totale de l'entreprise divisée par le bénéfice net. Et l'information que ça nous donne, c'est combien d'années il faudrait à l'entreprise en bénéfice pour rembourser la totalité de sa dette. Sous-entendu, est-ce que l'entreprise est trop endettée par rapport aux bénéfices qu'elle génère derrière? Et tu vois que là, en quelques minutes, tu comprends qu'est-ce que le DTI, à quel point c'est important. Avec l'exemple de la boulangerie, c'est ultra simple à comprendre. Et si là, j'ai pas l'ordinateur sous les yeux, mais je pourrais te faire l'exemple avec le bilan comptable d'Amazon, de Netflix, de peu importe, et je te ferai faire exactement le même calcul, et tu pourrais comprendre très facilement en fait, ok, mais en fait je vois que Amazon n'est pas trop endetté par rapport aux bénéfices qu'elle génère. Je vois que Netflix est cohérent par rapport à ce qu'ils ont. Et en fait, simplement, tu as besoin de faire 2-3 calculs comme ça, c'est vraiment des additions et soustractions, hein, c'est ultra simple, et juste de les apprendre. Et tu n'as pas besoin d'être un expert pour vraiment comprendre dans le détail, avoir des graphiques, faire de l'analyse technique, puis de mettre des graphiques avec des bougies ou des choses que je peux parfois entendre. Tu as juste besoin de comprendre un petit peu les bases, comment ça se lie à un bilan comptable, un compte de résultat, avec des exemples simples, le reporter sur des cas concrets, et puis vraiment d'avoir juste une compréhension de la dette, de la croissance, de la rentabilité, et puis de la projection un petit peu de l'entreprise. Dernière croyance, et ça rejoint un petit peu celle-ci, c'est qu'il vaut mieux déléguer en fait à un expert, que la banque en fait s'occupe mieux que moi de mon argent. Et tu vois, moi je prends souvent l'exemple, et je sais que on l'a des fois reproché, mais c'est aujourd'hui, tu vois, si tu vas voir ton médecin et que tu lui demandes de faire, je sais pas, du sport à ta place, de manger sainement à ta place, en fait, c'est pas possible. Il ne peut pas le faire pour toi. Il peut te donner les recommandations, il peut te montrer comment tu te fais tu vois, tu vas voir un diététicien, il peut te montrer comment tu fais tes courses, comment tu gères un peu les calories, ce genre de choses, mais il ne pourra pas le faire à ta place. Et pour moi, et là c'est plus une conviction que j'ai personnellement, les finances, c'est exactement pareil. Tu ne peux pas déléguer en fait la gestion de ton argent à quelqu'un. Il n'y a personne qui n'investira mieux que toi, parce que c'est littéralement ton argent. Et tu vois, aujourd'hui, on peut t'enseigner comment est-ce que tu peux investir, comment tu peux gérer tout simplement déjà un budget dans un premier temps, comment tu peux gérer un portefeuille d'ETF, un portefeuille d'actions, comment tu peux faire une déclaration d'impôt. Je peux te montrer comment tu peux le faire, mais il n'y a personne qui le fera mieux que toi à ta place, comment tu déclares tes impôts, comment tu gères ton portefeuille d'actions, ton portefeuille d'ETF, peu importe. Ça, c'est vraiment juste une conviction personnelle. Il n'y a personne qui gérera mieux ton argent que toi. Et aujourd'hui, le fait d'être convaincu que la banque, un courtier, un gestionnaire de patrimoine, enfin peu importe la dénomination qui se donne, c'est les mêmes personnes à la fin, hein. C'est des personnes qui te font signer un document sur lequel il y a des commissions qui sont prélevées, des frais qui sont prélevés pour gérer ton argent. Souvent, ça va varier entre 1 et 2%. Et souvent, en fait, le biais cognitif qu'on a, c'est de se dire, mais en fait, 1-2%, ça va, c'est pas énorme, c'est juste 1-2%, c'est bon. En fait, quand tu fais le réel calcul de coût d'opportunité, et j'ai fait d'autres vidéos sur la chaîne, je t'invite vraiment à aller checker, quand tu regardes, c'est 1-2% sur 5, 10, 15 ans. Ce que ça représente réellement, c'est littéralement des dizaines de milliers de francs qui sortent de ta poche. Et c'est ça qui est ultra sournois un petit peu avec les frais, c'est que c'est pas comme une action qui baisse ou qui chute en bourse, où tu vois visuellement que c'est en rouge, que ça stagne, et ça t'alarme, et tu peux réagir. En fait, les frais, c'est vicieux parce que tu les vois pas sortir de ta poche, pourtant ils sortent bel et bien de ta poche. Et sur le long terme, c'est littéralement des dizaines de milliers de francs qui sont évaporés comme ça, juste parce que tu as payé des frais, parce que tu as délégué du coup à une personne. Et c'est, à mon sens, plus intéressant, pertinent d'apprendre à devenir autonome, d'apprendre à vraiment gérer son argent, ses investissements soi-même, pour déjà juste avoir cette compréhension de, ok, moi, mon argent, où est-ce que je le place? Déjà, même si on regarde aussi un point de vue éthique, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as peut-être pas envie d'investir ton argent dans des fonds de placement qui sont actifs, je sais pas, dans l'extraction de pétrole, dans la guerre ou dans peu importe. Et juste le fait d'avoir cette compréhension, et puis parce que, je fais une petite parenthèse, hein, mais avoir des fonds qui sont juste ESG, avec la norme environnement, social, gouvernance, ça suffit pas, hein. Il y a pas mal de greenwashing, hein, quand tu regardes ces fonds, même s'ils ont la domination ESG, en fait, quand tu vas creuser les entreprises dans lesquelles elles sont investies, il y a pas mal de boîtes qui sont, voilà, à mon sens, pas trop éthiques. Mais le fait d'avoir cette compréhension, d'être autonome à ce niveau-là, tu peux réellement savoir dans quelle entreprise, oui ou non, tu décides d'investir ton argent ou pas. Donc voilà, si c'est quelque chose qui est pertinent pour toi, de déjà avoir cette compréhension, tu peux voir un peu la méthode qu'on enseigne aujourd'hui à nos élèves. Tu peux cliquer, tu as directement en dessous, tu as la méthode qu'on applique pour vraiment voir aujourd'hui comment est-ce qu'en 1 heure par mois, des salariés indépendants en Suisse comme toi peuvent juste investir en bourse avec ces 200, 300 premiers francs et vraiment 1 heure par mois, un socle passif, des actions et puis outrepasser un petit peu ces croyances qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc voilà, si tu as une question, n'hésite pas en commentaire, je réponds avec grand plaisir. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une future vidéo.